Bonsoir les énigmates, content de vous retrouver ce soir, direction le monde antique. Celui-ci recèle des mystères qui continuent de nous interroger, de nous laisser perplexes, ou qui se sont tout simplement effacés dans les brumes de l'histoire. Parmi eux se trouvent des inventions étonnantes et des démonstrations de savoir qui défient encore et toujours l'entendement moderne. Des exploits d'ingénierie impressionnants, des dispositifs inexplicables, des cartes des étoiles d'une précision quasi scientifique, et bien d'autres curiosités encore. Ces artefacts, souvent incompris, révèlent qu'au contraire d'être primitifs, nos ancêtres, entre guillemets, disposaient parfois de connaissances et de techniques incroyablement avancées, qui dépassaient de loin ce que l'on croit généralement possible pour leur époque. Mais certains sites, structures et objets découverts autour du globe suggèrent une hypothèse encore plus vertigineuse. Ces savoirs auraient pu franchir le seuil de l'ingénierie humaine connue pour toucher à la science-fiction et au fantastique. Certains artefacts semblent évoquer la possibilité de traverser le temps et l'espace ou d'accéder à d'autres dimensions. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de ces énigmes, un aperçu de certains portails et portes des étoiles, les fameuses Stargates antiques qui continuent de questionner les archéologues, les historiens et les passionnés de mystère. Au cœur de l'altiplano péruvien, sur un plateau désertique battu par les vents et entouré de collines rougeâtres, se trouve une structure énigmatique connue sous le nom de Puerta de Ayumalca, la porte des dieux. Deux arcs de pierre, soigneusement taillés dans le roc, s'élèvent là comme des vestiges d'un rituel oublié. L'un, imposant, mesure exactement 6 mètres de haut sur 6 mètres de large, tandis que le second, plus modeste, s'élève à environ 2 mètres. Mais tous deux semblent respirer une énergie ancienne. La légende Inca enveloppe cette structure d'un voile de mystère. On raconte que la grande porte était réservée aux dieux pour voyager entre les mondes, tandis que la plus petite, destinée aux mortels, ne pouvait être ouverte que par un rituel spécial impliquant un objet mythique, la clé des dieux des 7 rayons, un disque d'or tombé du ciel selon les traditions orales. Vous remarquerez que beaucoup d'objets divins, genre des livres, tombent du ciel. Selon le récit, au début du XVIe siècle, un prêtre inca fuyant les envahisseurs espagnols aurait utilisé cette clé pour franchir la porte, disparaissant dans un tunnel de lumière dont nul ne revint. Ce geste réel ou légendaire inscrivit la porte de Ayumalca dans le panthéon des mystères péruviens. Néanmoins, ce récit vient-il d'une source vérifiable? Cette histoire du prêtre inca et de la clé de Ayumalca circule abondamment, mais elle n'a aucune source historique vérifiable avant le XXe siècle. En détail, c'est un parfait exemple de légende moderne qui s'est rétro-projetée dans le passé. Le premier à mentionner la clé de Ayumalca est un guide péruvien du nom de José Luis Delgado Mamani en 1996. C'est lui qui aurait redécouvert la porte dans la roche dans la région de Puno, non loin du lac Titicaca. Ce dernier affirme avoir été hanté par des rêves récurrents, un chemin pavé de marbre rose, flanqué de statues, menant à une petite porte d'où jaillissait une lumière bleue aveuglante, comme un tunnel chatoyant, et d'un prêtre inca portant un disque d'or appelé la clé des dieux des 7 rayons, qui aurait inséré l'objet dans une cavité de la porte pour l'ouvrir. José raconte « Quand j'ai vu la structure, pour la première fois, j'ai failli m'évanouir. Tout correspondait aux visions que j'avais depuis des années, c'était comme une révélation divine. » C'est donc ce témoignage mystique qui donne naissance à la légende, et non un texte ancien ni une chronique inca. L'histoire du prêtre fuyant les conquistadors est donc une histoire récente, probablement inspirée du folklore andin et du culte du soleil, Inti, puis popularisée par des auteurs ésotériques à la fin des années 90 comme Paul Degnaud ou Freddy Silva, qui y ont vu un portail interdimensionnel. Toutefois, la structure interpelle. Les analyses montrent que l'alcôve dans la pierre pourrait parfaitement accueillir un disque similaire à celui décrit dans la légende. Mais ce qui frappe encore plus, ce sont les expériences rapportées par les visiteurs.
Des sensations étranges, des bruits inexpliqués comme des chuchotements ou de la musique lointaine, des hallucinations d'étoiles et de colonnes de feu, et même la perception d'une énergie qui se répercute à travers la roche au simple toucher. Certains chercheurs restent sceptiques et y voient des effets psychologiques liés au contexte et à la mise en scène du lieu, tandis que d'autres considèrent la porte comme un vestige d'une connaissance perdue, peut-être une sorte de portail réel ou symbolique entre le monde des humains et celui des dieux. Qui a construit cette porte et dans quel but? Est-ce réellement fonctionnel ou simplement un outil rituel destiné à symboliser le passage entre les mondes? Les réponses demeurent perdues dans les limbes du temps. Avant Ayumarca, il y eut Sacsayhuaman, un nom qui semble grincer entre les dents, tout là-haut, sur les hauteurs de Cusco. Ici, à plus de 3500 mètres d'altitude, les pierres ne sont pas seulement des pierres. Elles pèsent des tonnes, s'emboîtent sans ciment, comme si une main géante les avait façonnées à chaud. Chaque bloc épouse l'autre avec une précision atomique, défiant la logique des outils humains. Certains archéologues y voient la preuve d'une maîtrise technique inca sans équivalent. D'autres, moins prudents, plus rêveurs peut-être, ou plus près de la vérité, y entendent encore le murmure d'une science oubliée, une technologie de résonance capable d'accorder la matière à la vibration de la Terre. Des relevés modernes montrent des anomalies électriques, le champ terrestre épulse différemment. Et lorsque vous parlez face au mur, votre voix rebondit, se tord, se dédouble comme si la pierre vous répondait. Certains voyageurs disent avoir senti leur poitrine vibrer, comme si le corps, l'air et la roche résonnaient à la même fréquence. Dans la tradition andine, Sacsayhuaman forme la tête d'un puma colossal dont le corps s'étend sur tout Cusco. Le puma symbolise le monde intermédiaire, le Kaipacha, celui qui relie les dieux au royaume des hommes. Un passage, un entre-deux. Alors certains chamans parlent d'un chemin de lumière, d'une onde invisible qui relierait ces anciens temples entre eux, du lac Titicaca jusqu'à la jungle amazonienne. Un réseau de lieux sacrés où le monde se plie, s'ouvre ou résonne. Ici, Sacsayhuaman n'était pas une porte, mais la clé d'un réseau oublié. Une antenne de pierre, un amplificateur préparant le passage vers quelque chose de plus grand, vers Ayumarca, la porte des dieux. Mais pour franchir une porte, encore faut-il la trouver, et avoir le courage de la pousser. Direction l'altiplano bolivien cette fois-ci, à quelques kilomètres du lac Titicaca, se dressent les ruines majestueuses de Tiwanaku, ancienne capitale d'un empire qui, à son apogée, s'étendait de la Bolivie jusqu'au Pérou et au Chili. Parmi ces vestiges, la Porte du Soleil se distingue immédiatement. Un arc monumental taillé dans un seul bloc de pierre, recouvert de gravures complexes. Des figures ailées, au queue recourbée et coiffées de ce qui ressemble à des casques, entourent le visage du dieu soleil, Viracocha, dont les faisceaux de lumière jaillissent derrière lui lorsqu'il brandit ses deux bâtons. Chaque détail évoque une précision et un symbolisme qui dépasse l'entendement moderne. Selon la tradition locale, cette porte n'est pas un simple décor. Elle servirait à voyager entre les mondes, permettant à Viracocha lui-même de franchir les dimensions ou d'accomplir des prodiges. La légende raconte que la porte aurait été endommagée lors d'une catastrophe, et lorsqu'elle fut redécouverte par des explorateurs européens au XIXe siècle, elle gisait, renversée, une fissure profonde marquant sa partie supérieure droite. La nature exacte de ces dommages reste inconnue, laissant place aux spéculations. Accidents, interventions humaines ou encore conséquences d'un phénomène surnaturel. Certains chercheurs et passionnés ont remarqué un autre détail troublant. La Porte du Soleil se situe le long d'une mystérieuse ligne de grille géométrique alignée avec la porte de Ayumarca au Pérou. Les deux structures, séparées par des centaines de kilomètres, présentent des similitudes frappantes dans leur architecture et leur symbolisme. Alors, coïncidence ou dessein délibéré? Ont-elles été conçues par les mêmes architectes, guidés par un savoir oublié, capables de franchir les limites de notre réalité? Nous n'en avons aucune preuve, et probablement jamais. Mais le simple fait que ces vestiges persistent, défiant le temps et la logique, suffit à nourrir l'imagination et le frisson. Perché dans une nature sauvage, entre le réservoir de Tissahueva et le temple du rocher Isuru Muniya, le site de Ranmasu Uyana, le parc du Poisson d'Or, révèle un ensemble de gravures et de structures en pierre, une porte d'environ 1,80 m de diamètre,
couverte de symboles et flanquée de 4 sièges de pierre parfaitement alignés devant elle, comme si le lieu avait été conçu pour accueillir des rituels précis. Ces gravures intriguent les chercheurs depuis des décennies. Certains pensent qu'elles représentent un code destiné à ouvrir une passerelle entre les mondes, d'autres y voient une ancienne carte des étoiles appelée Sakwala Chakraya, le cercle de rotation de l'univers. Dans cette interprétation, Ranmasa ou Yana devient non seulement un site rituel, mais un véritable observatoire cosmique, un point où le terrestre et le céleste se rencontrent. L'origine exacte du site reste un mystère. On ignore qui l'a créé et à quelle époque, mais sa précision et sa symbolique laissent supposer un savoir ancien, profondément lié au cycle céleste et aux croyances sur les dimensions invisibles. On traverse maintenant l'espace et le temps pour atteindre le Proche-Orient, où des traditions et des récits anciens évoquent d'autres portails mystérieux. Selon la chercheuse Elisabeth Weg, certains vestiges de la ville mésopotamienne d'Eridu, aujourd'hui perdue sous les ruines, abriteraient une ancienne porte des étoiles. D'après elle, ces portails étaient utilisés par les dieux et les rois sumériens pour voyager entre les mondes, une idée qui se retrouve dans certaines représentations artistiques de l'époque. Weg avance même un lien biblique. Le chapitre 9 du livre des Révélations mentionne une étoile tombée du ciel, encore, et une clé du puits de l'abîme ouvrant un passage. Pour Weg, cette ouverture symboliserait une porte dimensionnelle, un lieu de passage vers des mondes inconnus ou dangereux. Des sceaux et gravures sumériens montrent des figures divines interagissant avec des dispositifs, un dieu sur un escalier entouré de ce qui semble être des colonnes d'eau, ou Ninolta manipulant une porte avec un objet semblable à une montre bracelet moderne. Qu'il s'agisse d'interprétations excessives ou de symbolisme perdu, ces images nourrissent la légende selon laquelle la Sumérie possède des portes des étoiles, des portails permettant aux entités célestes de voyager entre la Terre et le mythique Nibiru. Et si tout cela paraît tiré par les cheveux, il révèle surtout la fascination ancienne pour les passages entre les mondes, une obsession que l'on retrouve de l'Amérique du Sud au Sri Lanka en passant par la Mésopotamie. Que ces portes aient été réelles, symboliques ou simplement mythiques, elles laissent un frisson. L'idée que nos ancêtres imaginaient des moyens de franchir les limites de la réalité. Dans le désert égyptien, à une vingtaine de minutes de route de la grande pyramide de Gizeh, se trouvent les ruines d'Abu Ghurab, souvent surnommé le nid de corbeau. Érigé sous le règne du pharaon Niuserre de la 5e dynastie vers 2400 avant Jésus-Christ, ce temple était dédié au dieu Ra, le soleil, et constituait un lieu sacré majeur pour les rituels solaires. Aujourd'hui, le site s'est largement écroulé et n'est plus qu'un amas de pierres et de débris, mais il conserve encore une aura d'énigmes et de puissance. Parmi les vestiges, une plateforme massive en albâtre attire particulièrement l'attention. Sa forme reprend le symbole kémétien Hotep qui signifie paix. Si le sens précis de cette plateforme a été perdu dans le temps, certains chercheurs, comme Abdelhakim Avian, avancent qu'elle aurait servi à canaliser et amplifier certaines vibrations terrestres, créant une résonance harmonique permettant aux initiés d'entrer en contact avec les Nethers, des esprits sacrés ou des entités supposées venues d'ailleurs. Les Nethers ne sont pas des dieux au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils sont la force fondamentale de l'univers incarné, des essences qui façonnent la lumière, la vie, la mort et le souffle du cosmos. Chacun possède sa vibration propre. Ra, le soleil flamboyant, qui parcourt le ciel entraîné de feux dorés. Osiris, silencieux et mystérieux, gardien de la régénération et des cycles éternels. Thoth, sage et calculateur, dont les yeux veillent sur le temps et l'écriture des hommes. Sur les plateformes d'Abu Ghurab, on dit que les Nethers dansaient avec les rayons du soleil couchant, que leur nom sculpté dans l'albâtre résonnait avec les lignes telluriques, comme si chaque syllabe ouvrait une porte invisible vers l'univers. Toucher la pierre, prononcer un nom, et c'était peut-être sentir le souffle d'un autre monde frôler la peau. Et si les Nethers étaient les gardiens de ces portails énergétiques, invisibles mais présents? Les anciens ne construisaient pas seulement pour honorer ou pour impressionner, ils syntonisaient leur temple avec ces forces cosmiques, transformant la pierre en résonateur, la lumière en guide et la conscience humaine en clé. Abu Ghurab ne serait pas simplement un temple, il aurait été une sorte de portail cosmique, une porte d'accès à des dimensions supérieures ou à des voyages interstellaires, reliant les humains aux visiteurs divins ou extraterrestres.
Qu'il s'agisse de mythologie, de spiritualité ou d'une réalité oubliée, personne ne peut dire avec certitude si Abu Ghurab était vraiment une porte des étoiles ou simplement un symbole de connexion. Dans les montagnes arides du sud-est de l'Arizona, une légende circule depuis les années 50, mêlant chasse au trésor et phénomènes inexplicables. En 1956, les frères Rob et Chuck Quinn, chasseurs de trésors aguerris, explorent la région à la recherche d'or espagnol perdu. Mais ce qu'ils vont découvrir dépasse de loin leurs attentes. Au milieu de nulle part se dresse une étrange arche de pierre. 2 mètres de haut, 1,50 m de large, flanquée de colonnes d'andésite d'environ 38 cm de diamètre. L'arche se trouve sur un sol parsemé de géodes brisées, dont le contenu scintille au soleil comme un miroir brisé de cristaux. Initialement sceptiques, les Quinn notèrent simplement l'emplacement et continuèrent leur recherche de trésors. Mais plus tard, lorsqu'ils mentionneront l'arche, un guide amérindien, connu seulement sous le nom de John, leur raconta des histoires qui firent froid dans le dos. Certains aventuriers auraient disparu sous l'arche sans laisser de traces. Les pierres lancées à travers le portail n'émergeraient pas de l'autre côté, comme si elles avaient été absorbées. John lui-même a vécu un phénomène étrange, un ciel clair et bleu apparaissant uniquement à travers l'arche, même par une journée nuageuse. Intrigués, les frères Quinn retournent sur le site. Au début, rien de particulier ne se produit. Les pierres tombées ou les bras enfoncés dans l'arche ne provoquent aucune anomalie. Mais le lendemain, un phénomène inattendu survint. L'arche scintilla comme un mirage de chaleur pendant plusieurs minutes et une pression étrange s'intensifia dans leurs oreilles. Quelques minutes plus tard, tout s'est dissipé. Le phénomène ne peut être reproduit, mais d'autres chasseurs de trésors de passage rapportèrent avoir senti une force inexplicable, des pierres tombant du ciel, chaudes au toucher, et des sensations étranges que personne n'explique. En 1973, soit presque 20 ans plus tard, Chuck Quinn fait une nouvelle expédition. Alors qu'il remonte le canyon pour se reposer, il remarque un canyon qui n'existait pas auparavant. Perplexe, il redescend et entre par une autre voie. C'est alors qu'il réalise qu'il a été transporté d'environ 250 mètres dans le canyon, sur une pente différente et orientée au sud, au lieu de l'ouest. Selon lui, il a traversé un portail, se téléportant d'un endroit à un autre sans explication physique. Quoi qu'il en soit, cette arche de pierre reste un mystère insoluble, un lieu où la réalité semble fléchir, où le temps et l'espace ne se comportent pas comme nous le connaissons. Les Quinn ont rapporté leurs expériences, mais comme toujours avec ces sites, la part de légende et la part de réalité se confondent et le portail demeure un secret du désert de l'Arizona. À environ 370 km au sud-est de Bagdad, près de la ville de Nasiriyah, se dresse une ziggourate antique dont certains affirment qu'elle abrite une porte des étoiles sumériennes. Découverte dans les années 20, cette structure suscite rapidement toutes sortes de rumeurs et de théories conspirationnistes. Selon les récits, des gouvernements étrangers auraient envoyé des expéditions pour tenter de s'approprier cette mystérieuse technologie, et certains complotistes vont jusqu'à lier les conflits militaires en Irak au désir de contrôler cette relique. Certains vont même plus loin. Ils affirment que la guerre anglo-irakienne de 1941, voire l'invasion de 2003, aurait été motivée par le contrôle de cette porte que Saddam Hussein aurait soi-disant déplacée dans une caverne sous l'un de ses palais. Rappelez-vous de l'émission avec Charles Hall, les militaires américains ont une tendance à s'installer historiquement dans des lieux où des phénomènes étranges se produisent déjà. Des figures comme Dan Burish ou le docteur Michael Salla rapportent que des équipes secrètes auraient été envoyées pour localiser ces portails et que des technologies similaires existeraient ailleurs, en Iran ou en Syrie. Bien sûr, aucune preuve tangible ne corrobore ces affirmations. Il n'existe aucune trace vérifiable d'une porte des étoiles dans un palais de Saddam Hussein, et toute expédition mentionnée reste spéculative. Ces histoires appartiennent à la légende contemporaine, nourrissant les fantasmes de science-fiction et de conspiration. Mais en même temps, ils ne viendraient certainement pas nous le dire. Alors, quelles hypothèses peut-on retenir sur ces fameux portails? Plusieurs lieux associés à ces portes des étoiles se trouvent à des convergences de failles géologiques ou de lignes telluriques, ces réseaux d'énergie du sol que les anciens connaissaient sans les nommer ainsi. Aujourd'hui, on sait que certaines zones émettent de forts champs électromagnétiques naturels, et que ces variations affectent le système nerveux humain,
modifiant les sensations, la perception du temps, voire déclenchant des visions lumineuses ou auditives. Cela nous rappelle Oyabashu. C'est donc plausible que des prêtres, des chamans ou des initiés aient perçu ces zones comme des points de passage entre mondes, parce qu'elles faisaient littéralement ressentir autre chose. Certains de ces sites, comme Abu Ghurab ou Tiwanaku, présentent des structures qui résonnent. Les matériaux, comme le granit, l'andésite ou l'albâtre, amplifient des fréquences basses, proches de celles du cerveau humain, en méditation profonde, donc de 4 à 8 Hz. Et ce n'est peut-être pas un hasard. Des sons rituels, des chants ou des tambours amènent le cerveau à synchroniser ses ondes avec celles du lieu. Résultat, une sensation d'ouverture, de flottement, d'expansion de la conscience, que les anciens interprétaient comme un passage vers un autre plan. Et ce n'est pas faux. Autrement dit, les portails existent dans la rencontre entre un lieu chargé et la conscience humaine. Certains endroits ont une puissance symbolique et émotionnelle telle qu'ils deviennent des catalyseurs d'expérience, comme les visions, les synchronicités, les sensations d'irréalité. Ce n'est pas surnaturel au sens strict, mais transcendant, un espace où la réalité semble se déformer. Les anciens savaient repérer ces lieux et les encadrer par des rituels pour en canaliser la puissance. En résumé, les portails énergétiques s'appuieraient sur des réalités physiques, ondes telluriques, champs magnétiques, résonances acoustiques. Mais leur activation se fait par le rituel, la conscience et l'intention. Ce que nous appelons aujourd'hui interdimensionnel n'est peut-être que le nom moderne du sacré expérimental, des humains interagissant avec les forces invisibles du lieu. Et si ces portes n'étaient pas seulement des symboles, ni même des vestiges d'une technologie oubliée, mais des points de résonance entre la Terre et la conscience humaine. Depuis des siècles, on parle de lignes telluriques, ces courants invisibles d'énergie qui serpentent sous la croûte terrestre. Les anciens ne les mesuraient pas, mais ils les ressentaient. Certains lieux vibrent plus fort que d'autres, des nœuds, des croisements où le sol semble respirer, où les pierres paraissent vibrer sous la main. Des géophysiciens modernes ont observé que ces zones présentent souvent des anomalies électromagnétiques, des champs instables, des résonances basses, des variations ioniques dans l'air. Or, ces fréquences, comprises entre 4 et 8 Hz, correspondent exactement à celles du cerveau humain en état de transe profonde. Alors imaginez un prêtre inca debout face à la roche dans le silence absolu des Andes. Il entonne un chant grave rythmé par le tambour. La vibration s'amplifie, le corps s'accorde au lieu, et soudain quelque chose se déchire. Non pas dans la matière, mais dans la perception. Le monde tangue, les contours s'effacent et la porte s'ouvre. Les physiciens parleraient de perturbations électromagnétiques, les chamans, eux, diraient qu'ils ont franchi le voile. Peut-être ont-ils raison tous les deux. L'un parle du mécanisme, l'autre de l'expérience. Certains chercheurs évoquent aussi la possibilité d'un vortex acoustique, un point où les sons, les formes et les matériaux créent un champ cohérent, comme si la réalité elle-même se pliait à la fréquence du lieu. On pourrait rire de ces histoires, bien sûr, si tant de peuples éloignés n'avaient pas décrit les mêmes sensations, les mêmes éclats de lumière, les mêmes impressions de voyage sans mouvement. Alors, ces portails existent-ils vraiment ? Peut-être pas, comme dans la science-fiction, mais comme des zones de passage énergétique, des points où la Terre et l'esprit humain se rejoignent, brièvement, pour rappeler que les frontières du réel sont plus poreuses qu'on veut bien l'admettre. Quoi qu'il en soit, ces légendes reflètent l'idée que les dieux des anciens pourraient être des extraterrestres, utilisant des technologies avancées pour créer des portails dimensionnels. D'autres hypothèses avancent que certains sites se situent sur des convergences de lignes de force terrestres, permettant de générer un vortex capable de transporter instantanément des objets ou des personnes à travers le temps et l'espace. Certains vont jusqu'à imaginer la présence de trous noirs miniatures ou de vortex artificiels, mais là encore, rien ne permet de confirmer quoi que ce soit. La pensée que nos ancêtres auraient pu voyager en un instant à travers le monde ou même à travers le temps excite l'imagination. Qui ou quoi a pu franchir ces portails ? Quel monde ont-ils pu explorer ? Ces questions restent enfouies dans la nuit des temps. Alors, reprenons un peu tout ça. D'un point de vue strictement historique, tous ces sites ont des caractéristiques qui intriguent. Précision des gravures, alignement astronomique, sculpture, énigmatique. Aucun ne présente de preuves matérielles qu'ils soient de véritables portails dimensionnels. Mais ces anomalies sont réelles,
Certaines gravures représentent des figures avec des casques, des outils ou des objets qui ressemblent à des appareils modernes, comme des montres, des cadrans ou des figures ailées, ce qui interpelle. Si l'on joue le jeu de la spéculation scientifique, on pourrait imaginer que certaines civilisations anciennes avaient accès à une compréhension fine des champs électromagnétiques ou de certaines lignes de force de la planète, ce que les légendes appellent les veines d'énergie. Ils avaient accès aussi à des matériaux capables de concentrer et de canaliser l'énergie, comme les pierres d'andésite de l'Arizona ou l'albâtre d'Abu Ghurab. Ils avaient également accès à des dispositifs générant un vortex local, un champ gravitationnel modulé artificiellement pourrait, en théorie, créer des distorsions spatio-temporelles à petite échelle, ce que certains mythes traduisent en porte des étoiles. Souvent, les légendes parlent de dieux ou d'êtres célestes, ce qui pourrait être la traduction mythologique d'une technologie incomprise. Si ces entités existaient et utilisaient ces portails, il est plausible que les anciens les aient interprétés comme des dieux ou des messagers divins, d'où l'idée récurrente de clés, de rituels ou d'objets spécifiques pour activer les portails. Plusieurs de ces sites sont alignés sur des axes particuliers, Ayumarca et Tiwanaku sur une ligne de grille supposée, certains sites sumériens et égyptiens sur des réseaux énergétiques imaginés. Même si c'est partiellement coïncidental, la répétition suggère une connaissance globale oubliée des forces terrestres ou une mémoire culturelle d'expériences anciennes avec ces portails transmises par les mythes. En poussant la spéculation très loin, ces portails connecteraient différentes lignes temporelles ou dimensions. Ils fonctionneraient de manière sélective, seuls certains individus ayant la clé ou la résonance appropriée peuvent les franchir. Je pensais personnellement à un ADN particulier. Les témoignages modernes seraient des manifestations résiduelles de ces dispositifs ou des interférences ponctuelles liées à la géophysique du lieu. Il y a également une cohérence étrange dans la fascination moderne pour ces portails. Les guerres, les complots, les recherches secrètes. Même si cela reste spéculatif, le scénario se tient. Si un dispositif capable de voyager instantanément dans le temps ou l'espace existe, les gouvernements et les militaires chercheraient naturellement à s'en emparer. On entre ici dans un mélange de mythologie ancienne et de géopolitique contemporaine, ce qui explique la robustesse des légendes et des théories du complot. Si on accepte toutes ces hypothèses, les civilisations antiques auraient manipulé une technologie que nous qualifierons aujourd'hui de quasi-magique. Les portes des étoiles seraient alors des instruments spatio-temporels, activés par des rituels, des clés ou une résonance énergétique spécifique. Certains sites seraient des nœuds d'énergie terrestre, et les récits mythologiques seraient les mémoires codées de ces expériences perdues. En d'autres termes, imaginez que nos ancêtres ne se contentaient pas de bâtir des temples ou des observatoires, mais qu'ils connectaient leur monde à d'autres dimensions, et qu'une poignée d'élus ou de dieux intervenants voyageaient à travers ces portails. Notre science-fiction était leur réalité. Et si l'on pousse encore plus loin, certaines expériences contemporaines rapportées, comme dans l'Arizona, ne seraient peut-être pas des illusions, mais des résurgences sporadiques de ces technologies antiques, actives seulement lorsque les conditions exactes de résonance sont réunies. Et voilà, mes chers énigmates, encore un pas de plus dans les ombres du passé. Les Nethers, ces présences oubliées, ne sont peut-être pas de simples mythes, mais des échos d'un savoir que nous avons perdu en chemin. Des portes ouvertes sur l'invisible que l'on a refermées sans même s'en rendre compte. Alors la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles, demandez-vous, et si quelqu'un, quelque part, vous regardait en retour. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers le temps, les légendes et les énergies anciennes. Si cette traversée vous a plu, laissez votre empreinte sous la vidéo, partagez l'étrange, nourrissez le mystère, et surtout, restez curieux, restez ouverts et restez énigmates.